projet, donc la production. Merci d'avoir pris le temps de vous présenter chacun. Donc moi, c'est Sylvain Barthélemy, donc je dirige TAC Economics. Donc peut-être juste avant d'introduire la présentation, c'est une présentation que je fais habituellement à un public d'économistes, pas du tout à un public de techniciens, ni d'informaticiens, de mathématiciens ou de spécialistes du machine learning. Pourquoi je le fais à un public d'économistes? Parce que c'est un domaine qui est très en retard, en fait, dans l'application des méthodes de machine learning. L'économie d'une manière générale, la finance peut-être un peu moins, mais presque tout aussi en retard. En retard pour une raison, enfin, une ou deux raisons assez importantes. La première, c'est que ça a été longtemps perçu comme quasiment de l'astrologie, le machine learning dans le domaine de l'économie. Moi, j'en fais depuis 25 ans maintenant. Et je me souviens qu'il y a 25 ans, quand j'évoquais à l'université, même avec mes profs, enfin des gens qui étaient des quantitatifs, des économètres, ou les réseaux de neurones, les algorithmes génétiques, c'était du domaine un peu, oui, quasiment de l'astrologie. On me voyait un peu comme un hurluberlu qui faisait quelque chose de pas tout à fait sérieux. Et ça fait quelques années simplement que finalement les économistes se disent ça peut être utile, ok, on voit bien que ça peut être utile parce que Google l'utilise, Facebook l'utilise, la médecine l'utilise, l'aéronautique l'utilise, donc nous, à quoi est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce que c'est juste pour la prévision? Et ce que je vais essayer de montrer ce soir, c'est que non, justement, en dehors de la prévision, simplement même en termes de compréhension des problèmes, d'analyse des problèmes, on peut utiliser les méthodes, les outils de machine learning pour mieux comprendre, savoir où regarder, comment regarder, classer des données. Et ce n'est pas simplement un outil de prévision avec un côté boîte noire qui est juste très performant mais incompréhensible. Ce qui était la critique principale des économistes vis-à-vis de ces méthodes-là pendant un très grand nombre d'années. Alors juste deux mots, je me permets d'introduire ma société juste pour expliquer ce qu'on fait, parce que je pense qu'on fait un métier un peu à part, entre guillemets. Donc on s'appelle TAC Economics, donc on comprend bien qu'on fait de l'économie, mais qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc on s'est longtemps présenté comme une société de recherche appliquée, mais en fait je pense que ce n'est pas une très bonne idée de se présenter comme ça, parce que c'est beaucoup trop vague. La recherche en économie, c'est quelque chose qui n'est pas très, très clair. Donc je peux peut-être plutôt parler de nos clients. En fait, nos clients, c'est 3-4 grandes familles. C'est des banques qui viennent chez nous et qui nous disent comment on peut utiliser des outils quantitatifs pour avoir des raisonnements en économique, mais qui ne dépendent pas simplement du fait qu'on a un bon ou un mauvais économiste en face de nous qui est capable d'analyser les choses. Vous connaissez tous Patrick Artus et puis tout un tas d'économistes qu'on voit en permanence sur les écrans télé ou dans la presse et qui ont souvent des visions, des analyses très personnelles des choses. Nous, ce qu'on défend ici, c'est plutôt d'utiliser des outils, du machine learning là, mais pas forcément que du machine learning. Ça peut être des méthodes d'analyse de données plus simples, ça peut être de l'économétrie traditionnelle, des statistiques descriptives parfois, mais des méthodes rationnelles qui nous permettent d'avoir une analyse plutôt indépendante de la qualité de l'économiste et qui nous permettent de faire ressortir des choses que l'économiste traditionnel n'aura pas forcément vues. Et vous verrez, plusieurs des présentations, des exemples que je vais ressortir illustrent ces idées. Au départ, la société, en fait, c'est né d'un hasard. Moi, je me destinais plutôt à une carrière universitaire, et puis j'ai rencontré quelqu'un qui venait du métier de la banque, qui est plutôt un orateur, un économiste, et on s'est rencontrés et on s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ensemble? C'était encore les débuts d'Internet, on ne parlait pas du tout du big data à l'époque. C'était aussi, alors c'était pas les débuts des réseaux de neurones, parce que les réseaux de neurones, ça date des années 50, mais il n'y avait pas vraiment d'application ni en finance, ni en économie des réseaux de neurones, et personne ne savait automatiser des tâches, notamment en économétrie, sur un très grand nombre de pays, un très grand nombre de secteurs, un très grand nombre de données, et on s'est dit, il y avait peut-être quelque chose à faire dans ce domaine-là. Pour qui on fait ça? C'est 3 grands types d'acteurs. Le premier, donc c'est des banques, c'est notre clientèle traditionnelle, donc ça va être des directions d'études,
BNP, Société Générale, Natixis, ils ont tous des directions d'études. Donc des gens dont le métier c'est d'analyser la Chine, il y a quelqu'un qui est installé en Chine ici, d'analyser la Chine et de faire un diagnostic où sont les risques aujourd'hui en Chine, de quelle nature sont ces risques, est-ce qu'on peut faire des scénarios futurs sur la Chine, qu'est-ce que nous disent ces scénarios, où sont les points d'incertitude, où sont ce qu'on appelle les points d'ancrage, c'est-à-dire les zones sur lesquelles on n'a pas forcément beaucoup d'incertitude. Donc ça, on a travaillé pendant 10 ans pour cette clientèle-là, donc les banques. Les deuxièmes, c'est les industriels. Pourquoi les industriels? Parce que des groupes comme Veolia Environnement, Engie, Lafarge-Holcim sont des groupes qui sont aujourd'hui installés dans 50, 100, 150 pays. Et donc comme les banques, ils ont besoin d'avoir une vision globale. Alors, tous ces groupes disposent évidemment en interne de direction financière, de direction de stratégie, de ce qu'on appelle les business units, c'est-à-dire les implantations dans tous ces pays-là. Et évidemment, quand vous êtes directeur financier ou CEO de Engie, vous avez tout un tas d'analyses à votre disposition en interne sur le Brésil, l'Ukraine, la Chine ou l'Inde. Vous n'avez pas besoin de TAC Economics en plus pour vous donner une analyse. Alors pourquoi ils viennent chez nous? Parce qu'il y a toujours un doute en fait. Quand vous avez la business unit du Brésil qui vous dit le Brésil, il n'y a pas de problème, tout repart, tout va très bien, vous avez un doute sur le fait, est-ce que la personne ne veut pas tout simplement développer son business au Brésil? Alors vous téléphonez à votre banquier, et votre banquier va peut-être vous dire la même chose, ou il va vous dire, ah oui, moi je pense qu'il y a un risque sur le taux de change, le réal brésilien. Et justement, il vous vend un produit. Il vous vend un produit pour vous protéger du risque de change. Donc vous avez aussi un doute, il vend quelque chose. Nous, on n'a rien d'autre à vendre. On n'a rien d'autre à vendre que simplement nos analyses sur ces pays, sur ces marchés, sur ces secteurs. Et c'est ce qui fait que voilà, ces différents acteurs viennent chez nous. Et puis le dernier, ça a été évoqué sur la droite, c'est des gestionnaires d'actifs. Donc des gens qui achètent, vendent des obligations, des actions en France, à l'étranger, et qui ont besoin souvent, pas forcément qu'on leur dise quoi faire. C'est pas pour ça qu'ils viennent chez nous, ils savent très bien quoi faire, mais d'avoir une petite histoire à raconter derrière. Et en plus, si cette petite histoire, on peut la raconter avec des équations, des méthodes un peu quantitatives assez carrées, et c'est tant mieux. Donc ça, c'est nos trois clientèles. Alors on est petit, on est une vingtaine de personnes, et puis comme l'Humanaï, finalement, on n'est pas à Paris, nous, on est installé au nord de Rennes, donc en Bretagne, en pleine campagne. On travaille dans une vieille ferme rénovée. Et en Inde, on a un bureau aussi en Inde. Alors pourquoi en Inde? Simplement parce qu'un des anciens de TAC est parti en Inde, s'est installé là-bas, il est tombé amoureux d'une Indienne, et donc il a rencontré cette femme en France. Et l'Inde, c'est un pays dans lequel il y a à la fois des gens très très brillants, notamment dans les techniques dont je parle ici, qui parlent anglais couramment, donc qui sont capables de rédiger tout un tas de docs en anglais sans avoir besoin de le faire relire, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Et donc voilà, c'est un peu un hasard, donc on s'est installé là-bas. Donc de quoi je vais parler aujourd'hui? Alors j'ai fait une longue liste, je ne sais pas si j'aurai le temps d'évoquer tous ces sujets-là, mais le premier point, comme je ne savais pas exactement qui j'aurais dans la salle, je reviens un peu sur les questions qui sont liées à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, le big data d'une manière générale, que je mets entre guillemets, parce que sous ce nom, je pense qu'on met énormément de choses finalement. Donc machine learning, intelligence artificielle, big data, de quoi on parle, qu'est-ce que c'est, et puis pourquoi on réfléchit à ça en économie. Sur notre métier de base, comment on a utilisé ces méthodes de machine learning pour mettre au point un outil qui est censé anticiper à l'avance les crises de change dans les pays en développement, les crises économiques, la chute de la croissance économique, ou le fait qu'un pays ne rembourse pas. Beaucoup de pays en développement font des emprunts à l'étranger, à l'international, ils émettent des obligations, et parfois ils ne remboursent pas ces obligations. Donc comment on a mis au point un outil qui est capable d'anticiper 1 an, 2 ans, 3 ans à l'avance ces crises? Comment ça fonctionne? Troisième exemple, c'est un travail qu'on a fait pour le ministère de l'économie et des finances il y a quelques années. Même chose, le ministère de l'économie et des finances, à l'époque, c'était au début des années 2000, avait en tête que les réseaux de neurones, ça pouvait servir qu'à faire des prévisions. Et puis à faire des prévisions avec quelque chose de très très compliqué, incompréhensible. Et ce qu'on a fait ici, c'est qu'on leur a montré que ne serait-ce que pour améliorer le dialogue entre une entreprise et une banque, on pouvait utiliser des réseaux de neurones pour identifier des profils très très particuliers d'entreprises. Donc je raconterai comment on a fait ça. On a utilisé des techniques un peu similaires pour analyser des profils de reprise économique après les crises. Donc le deuxième sujet, c'est identifier les crises à l'avance. Mais évidemment, si vous êtes un pays qui connaît une crise très sévère, par exemple la crise asiatique de 1997, la crise argentine du début des années 2000, la crise russe de la fin des années 90. La première question qu'on se pose quand le pays est affecté par la crise, c'est combien de temps elle va durer?
Est-ce que cette crise va durer 1 an? Est-ce qu'elle va durer 5 ans? Est-ce qu'elle va durer 10 ans? Et donc, on peut utiliser le machine learning pour essayer d'estimer si on n'a pas des indicateurs qui nous permettent d'estimer le profil de reprise. Et puis, je terminerai avec 2 sujets. Le premier, c'est le diagnostic de risque entreprise. Ça, c'est plus connu, je pense quelque chose un peu plus commun. Comment on utilise des méthodes du machine learning pour faire des anticipations de choc ou de crise, non pas sur un pays, comme je vais le dire tout à l'heure, mais sur une entreprise. Comment on peut estimer en regardant les comptes qu'une société va avoir des difficultés dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et puis, dernier point, comment on peut utiliser les méthodes de machine learning, mais ça, vous avez déjà dû avoir tout un tas de meet-ups sur ces sujets-là, mais enfin, je l'évoquerai quand même parce qu'on a fait quelque chose là-dessus, pour suivre les pays. Donc, nous, on a des outils qui parcourent la presse internationale toutes les 3 heures, en fait, des outils automatiques qui vont scraper, comme on dit, tout un tas d'articles sur Internet, qui les stockent dans une base de données et qui permettent à nos économistes de sélectionner un pays, un secteur, une thématique, et puis d'avoir des indicateurs de sentiment et puis de mots-clés, de thèmes clés qui sont évoqués sur tous ces sujets-là. Voilà, je terminerai par ça. Donc, le premier, les grands concepts du big data. Pourquoi je commence par ça? Mais parce que finalement, quand on parle de big data, on parle de plein de choses. Souvent, les gens parlent de plein de choses. Donc, si je discute avec Sébastien, on va parler de données en masse, ça va être quelque chose de très précis. Si j'en parle avec ma grand-mère, ça va être quelque chose qui va être lié à l'intelligence artificielle, à quelque chose de très flou, au nombre, à l'informatique. Et donc, entre ces 2 extrêmes, en fait, vous avez tout un tas de concepts. Donc, le premier, c'est le concept de données, donc d'open source, les API, tout ce qui transforme finalement notre métier de tous les jours. Et moi, je suis le premier touché. Les API, ce qu'on appelle l'open source, ça change mon métier en quoi? C'est-à-dire que tout un tas de données qui, il y a même 5 ans, étaient complètement inaccessibles pour une société comme nous, à part aller souscrire chez un prestataire un abonnement à telle ou telle donnée, sont aujourd'hui disponibles dans des formats plus ou moins organisés, plus ou moins structurés, mais sont disponibles. Parfois sous des fichiers Excel, des fichiers CSV, des fichiers avec des formats propriétaires, parfois exposés avec des API très très bien faites et qui vous permettent de récupérer par exemple à la Banque mondiale, au FMI, à l'OCDE aujourd'hui ou la Banque centrale européenne, tout un tas de données tous les jours de façon automatique avec des API très très structurées. Donc le big data c'est aussi ça. C'est pas simplement le fait que aujourd'hui vous pouvez avoir chez Facebook, Google ou des datasets qui sont énormes, c'est aussi que la relation que vous avez à la donnée a changé. La deuxième chose, c'est que non seulement la relation que vous avez à la donnée a changé, mais la façon de la stocker aussi. Et là, vous avez tout un tas d'outils qui vous facilitent le stockage des données. Je ne vais pas les évoquer, même chose, c'est des sujets assez techniques. On a des étudiants ici en informatique qui vont connaître ça par cœur dans les années qui viennent. Mais ce qu'on utilisait traditionnellement, c'est-à-dire les bases de données relationnelles il y a 15 ans dans les sociétés, les outils comme Oracle, ça change petit à petit. Pourquoi? Parce que la nature des données que vous devez stocker a changé, et évidemment donc les outils eux-mêmes qui vous permettent de les stocker changent. Donc c'est le deuxième concept lié au big data. Le troisième, c'est le côté un peu DeepMind, le côté Google. C'est ce qui a été popularisé ces dernières années par les grands acteurs du machine learning et du big data. C'est tout ce qui est lié à l'apprentissage profond, à l'intelligence artificielle d'une manière générale, à ce qu'on peut appeler le machine learning. Bon, l'apprentissage profond, le deep learning, c'est la même chose, mais tout le monde ne le sait pas forcément. Voilà, c'est tous les algorithmes qui sont liés finalement aux données que vous avez pu récupérer au départ. Ça aussi, ces algorithmes, ils ont profondément évolué ces dernières années. Là, j'évoque des algorithmes qui sont plutôt liés au réseau de neurones, mais vous avez aussi des algorithmes qu'on appelle les SVM, les random forest, les arbres récursifs. Il y en a beaucoup, des algorithmes, et qui vous permettent de faire tout un tas de choses qu'on ne pouvait pas espérer faire il y a 15 ou 20 ans. Et puis, un autre changement aussi, donc en plus des données, en plus de ces algorithmes, c'est que il y a même 5 ans, quand vous souhaitiez mettre en place un réseau de neurones, il fallait aller chercher une librairie que quelqu'un d'autre avait programmée, vous n'étiez jamais totalement sûr que ça avait été correctement programmé. Pour l'utiliser, parfois, il fallait le faire en C++, parfois en Java, parfois en Python. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de librairies. Si vous voulez faire du text mining aujourd'hui en récupérant des articles de presse internationale, vous allez taper ça sur Google, vous allez tout de suite tomber sur une page GitHub de quelqu'un qui aura fait un outil très très bien fait, très probablement en Python
en R, en utilisant peut-être TensorFlow ou autre chose pour faire du deep mining, on tombe très vite sur du code. L'open source et l'open data, c'est pas simplement sur la donnée elle-même, mais c'est aussi sur tout un tas de codes que vous avez. Et puis le dernier, c'est qu'évidemment, si vous voulez faire du deep learning avec des données en masse, mais que vous avez des machines qui ne sont pas très rapides, que vous n'avez pas accès à des machines rapides, vous ne pouvez rien faire. Et donc ça aussi, ça change profondément la donne, et non seulement parce que les machines sont plus puissantes aujourd'hui, mais parce que vous avez des ressources sur le cloud qui vous permettent, à moindre frais, parce que si c'était très cher, ça reviendrait quasiment au même, à moindre frais, de pouvoir stocker ces données et de pouvoir lancer des calculs, même sur des très très grosses machines, qui ne sont pas forcément les vôtres. Donc ça, tous ces éléments-là changent profondément la donne. Alors, sur l'histoire elle-même du machine learning, je déroule en général ce slide pour raconter expliquer le fait que ce n'est pas Google qui a inventé ni le big data, ni l'intelligence artificielle, ni le machine learning, et ce n'est pas quelque chose qui date d'il y a 2 ou 3 ans. Les réseaux de neurones, ça date des années 50, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça date des années 50. Et puis alors, vous voyez, je donne quelques exemples, des dates qui sont, pour moi, des dates relativement importantes. Donc 1949, invention des réseaux de neurones. Le début des années 60, l'invention des algorithmes génétiques. La fin des années 80, l'invention de ce qu'on appelle le reinforcement learning, qui est très utilisé par Google pour auto-apprendre. Vous avez au milieu des années 80 les perceptrons multiples couches et puis les méthodes de rétropropagation inventées par Yann LeCun, enfin notamment, pas que, mais Yann LeCun qui est aujourd'hui labo Facebook d'intelligence artificielle, qui est très connu. Les fameux SVM dont je parlais tout à l'heure, début des années 90. Vous avez le concept de Big Data qui est inventé par le cabinet Gartner au début des années 2000. Les algorithmes de Randolph Forest, que moi j'aime beaucoup, qui sont vraiment des algorithmes très très utiles en économie, qui datent du début des années 2000. Et puis vous avez des méthodes d'apprentissage profond au milieu des débuts encore, enfin 2006, et les programmes Google très connus d'AlphaGo qui datent de 2016. Donc vous voyez que entre l'image qu'on peut avoir de ce qu'on peut lire dans le Nouvel Obs ou entendre sur France Inter de AlphaGo qui révolutionne le machine learning aujourd'hui, et puis la vraie histoire entre guillemets du machine learning, on voit qu'il y a quand même un monde, donc c'est pas quelque chose qui arrive comme ça sur le marché depuis 2, 3 ou 4 ans. Quelque chose de très important qui, je pense encore une fois, pour un data scientist, c'est quelque chose de très commun, une notion très basique, mais qui ne l'est pas du tout pour un économiste. C'est qu'un économiste raisonne de façon supervisée, sans le savoir en fait. Pour un économiste, tout ce qui est quantitatif, à la base, c'est quelque chose qui est supervisé. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'il se posera toujours une question des variables explicatives et une variable expliquée, tout le temps. Il va par exemple essayer de prévoir l'inflation à partir de la création monétaire, de prévoir les cours boursiers à partir du taux de chômage ou de la performance passée de ces mêmes cours boursiers. Il va essayer toujours de prévoir quelque chose à partir d'autre chose. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le domaine du machine learning de l'apprentissage supervisé. Supervisé dans le sens, je connais une cible dans le passé et je vais essayer de reproduire ce comportement pour être capable de le faire dans le futur. Donc là, les exemples, c'est prévoir des crises pays, c'est supervisé. On connaît des exemples de crises pays dans le passé, on essaye de le prévoir dans le futur. Les défaillances d'entreprises, des pics d'inflation par exemple, des hausses d'endettement dans certains pays, il y a tout un tas d'exemples supervisés. Et donc l'économiste a vraiment ça en tête. Pour lui, tout ce qui est statistique, quantitatif, c'est un problème de superviser. Et donc il n'imagine pas du tout qu'il y a à côté tout un tas d'outils, dont le machine learning peut être un bon exemple, et de questions qui sont non supervisées. Alors non supervisées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez essayer de regarder dans vos données, d'explorer dans vos données, s'il n'y a pas quelque chose dedans dont vous n'avez pas forcément idée. Vous avez tout un tas de points, et vous avez des nuages de points en 3D, et vous allez essayer de regarder s'il n'y a pas des points bleus, des points rouges. Mais vous n'avez pas idée qu'il y a des points bleus et des points rouges au départ, vous allez simplement faire une rotation jusqu'à les voir apparaître. Alors les exemples en économie, il y en a beaucoup, mais c'est par exemple, est-ce qu'il n'y a pas des familles de crises pays? Donc vous avez des historiques, vous essayez de voir s'il n'y a pas des pays qui se ressemblent les uns les autres. Des groupes d'entreprises, vous verrez, je l'illustrerai, c'est le travail pour le ministère de l'économie et des finances. Et puis d'une manière générale, des patterns économiques, c'est-à-dire des choses qui se reproduisent sans cesse, dont vous ne connaissez pas forcément les conséquences, mais qui se reproduisent régulièrement.
des analogies entre pays. Donc il y a voilà, pas mal d'exemples de méthodes non supervisées dont n'ont pas forcément idée les économistes au départ. Et puis il y a une différence de langage. En fait, on ne parle pas du tout le même langage entre le data scientist qui va plutôt parler de training set, il va dire learn model, tandis que l'économiste va dire on va estimer un modèle, on va parler de in sample, out of sample, de variables dépendantes, indépendantes. Ce n'est pas du tout le même vocabulaire et donc il y a toujours un petit moment d'apprentissage. On le voit très très bien quand il y a un data scientist qui vient à une conférence de finance ou d'économie et qui présente ses outils, ses méthodes. Il y a des petits écarts de langage qui font que les gens ne se comprennent pas, forcément. Je saute là-dessus. Donc à quoi servent les algorithmes en économie? Alors moi j'aime beaucoup utiliser le problème du skieur, vous verrez j'y reviens tout à l'heure. Pour moi c'est un bon exemple de la façon dont on peut utiliser le machine learning et à quoi ça sert. Donc mon métier de base, je le disais tout à l'heure, c'est de prévoir les crises pays. C'est là-dessus qu'on a travaillé pendant des années. Et donc on essaye d'avoir des combinaisons d'indicateurs qui nous indiquent qu'un pays va avoir une crise ou pas, ou qu'un marché financier va se retourner brutalement ou pas. Pourquoi une analogie avec un skieur? Parce que ici on n'est pas très loin de la montagne, alors je crois que Sébastien ne fait pas du tout de ski, mais il m'a dit même d'ailleurs, ici les gens n'aiment pas trop le ski, c'est pour les touristes. Bon, voilà. C'est pas grave, j'ai quand même parlé de ski. Donc le ski, donc vous avez des couleurs de piste. Les couleurs de piste, c'est assez facile à faire. Il n'y a pas besoin d'avoir un outil de machine learning. On pourrait avoir un modèle très simple, même d'économétrie, un modèle Logit ou autre chose, pour regarder la pente de la piste. Est-ce qu'il y a des bosses? Est-ce que la piste est large ou pas? Et puis vous allez dire, voilà, si elle est très raide, très ramassée, très serrée, puis avec des grandes pentes, avec de risques de verglas, voilà, ça va être une piste noire. Puis si c'est très plat, très large, ça va être plutôt une piste verte. Donc vous êtes un très bon skieur. Donc vous allez le matin sur une piste qui va être bleue, donc niveau intermédiaire. Donc vous êtes prêt à skier, vous faites confiance à ce rating de la piste. Donc c'est comme si vous alliez dans un pays, ou sur un marché financier, vous allez dans un pays, on vous a dit ce pays-là est moyennement risqué. Ce n'est pas un pays qui risque d'avoir une crise, ce n'est pas un pays qui va forcément aller beaucoup mieux dans les années qui viennent, il est intermédiaire. Donc allez-y, si vous êtes habitué à l'international, vous pouvez y aller. Même chose, vous pouvez acheter cette action, elle est plutôt risquée de niveau moyen, puisqu'on a vu que dans le passé, la volatilité de cette action était moyenne, elle n'a jamais eu de chute de performance, donc vous l'achetez en confiance. C'est la même chose, c'est le skieur. Et puis vous descendez la piste de ski, et en plein milieu, il y a un enfant qui déboule sur le côté, vous essayez de l'éviter, là, il y a une petite plaque de verglas, vous glissez sur la plaque de verglas et vous tombez. Vous êtes un très bon skieur, vous étiez sur une piste a priori bleue, donc plutôt facile, et vous êtes tombé. Et vous êtes tombé alors que ce n'est pas simplement les gars qui ont fait la couleur de la piste qui ont mal fait leur boulot, ils ont fait leur boulot tout à fait correctement, la piste a une pente, il y a des conditions globales dans l'ensemble de l'année qui font qu'elle est bleue, mais simplement à ce moment-là, il y a tout un tas une combinaison d'événements qui ont fait qu'elle est devenue noire ou peut-être rouge. Et comment vous auriez pu faire pour essayer d'anticiper ça un peu plus correctement en remontant en haut de la piste? Comment le faire? Donc il faut inventer une petite boîte magique, donc vous remontez en haut de la piste, et là vous la lancez avant de descendre, et la boîte vous dit, on est à une période de l'année qui est une période de vacances scolaires. Donc déjà, il y a un risque qu'un enfant peut-être déboule, puisqu'il y a des enfants. Le deuxième, c'est que peut-être pendant la nuit, il y a eu une petite pluie, c'est bizarre, mais à ce moment-là, il y a une petite pluie, et après un petit coup de gel qui fait qu'il y a peut-être un risque de verglas. Et puis, on mesure vos constantes, votre forme, et on vous dit, bon, vous êtes un très bon skieur, mais aujourd'hui, vous êtes un peu fatigué, vous avez fait la fête la veille, vous avez bu 3 verres de vin, vous êtes un peu moins en forme. La combinaison de ces événements font que, même si c'est une piste bleue, même si vous êtes un très bon skieur, aujourd'hui, c'est l'équivalent d'une rouge ou d'une noire, donc descendez avec prudence. Donc la probabilité qui est d'habitude de 5% que vous tombiez, là, peut-être elle est montée à 40, 50%. Ça, pour faire ce diagnostic-là, il vous faut une petite boîte magique qui va traiter un très grand nombre de données, qui va sûrement prendre tout un tas de données sur d'autres skieurs, en prenant tout un tas de paramètres, et de voir qu'est-ce qui leur est arrivé quand ils ont descendu ces pistes dans des conditions qui n'étaient pas forcément exactement les mêmes. Et pour analyser tout ça, il vaut mieux avoir des modèles plus sophistiqués. Vous n'allez pas pouvoir le faire avec un modèle Logit. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, un modèle Logit, mais c'est un modèle, une régression de moindre carré ordinaire avec une petite subtilité. Donc c'est quelque chose qu'on fait avec 2 ou 3 variables, une dizaine maximum. Vous n'allez pas pouvoir estimer le risque que vous avez de tomber avec 10 variables. Il en faudra beaucoup plus, puisqu'il vous faudra
mesurer votre forme, il faudra mesurer les vacances scolaires, il faudra mesurer le risque de verglas, le temps, donc énormément de variables. Donc pour traiter ces problèmes, c'est comme ça qu'on les justifie. Et dans les histoires de crise pays, dans les histoires d'évolution de cours boursiers, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Vous avez très souvent des cas de pays sur lesquels on ne voit pas de fragilité particulière, qui sont des risques modérés, comme on appelle ça. Ce n'est pas forcément des pays peu risqués, ça c'est plus rare, mais des pays avec des risques modérés, et tout d'un coup, tout tombe par terre. Les gens vont dans la rue, cassent tout, rien ne va plus, et on n'avait pas forcément correctement anticipé les choses. On le voit sur les actions aussi. Sur les actions aussi, ou les indices boursiers, de temps en temps, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de changement majeur par rapport au mois précédent. On l'a eu le mois dernier sur les places boursières mondiales. Je ne sais pas si vous l'avez noté, ça a duré 2 jours. Il n'y avait pas d'annonce majeure qui permettait d'anticiper qu'il allait y avoir une chute. Et puis en début de semaine, en 2 jours, il y a eu une chute majeure d'indices, alors qu'il n'y avait pas eu de news majeure. Donc ça, pour l'anticiper correctement, c'est pas mal d'être bien outillé en données, mais aussi en outils de machine learning. Je passe là-dessus. Et je finis cette partie un peu globale en montrant, alors c'est pas moi qui l'ai fait, ce très beau graphique, c'est un graphique qui est mis à jour tous les ans par un Matt Turk, donc c'est un observateur sur le monde du big data, et qui essaye un peu de synthétiser sur ce graphique. Il met les logos de tout un tas de boîtes qui travaillent autour du big data, justement. Mais donc, comme je le disais tout à l'heure, le big data, c'est parfois de l'informatique pure, ça va être des bases de données, des logiciels, des ERP, ça va être des algorithmes, ça va être des outils de marketing. Et donc, tout ça, c'est synthétisé ici. Donc, vous avez tout ce qui est lié aux infrastructures ici, tout ce qui est lié à l'analyse ici, aux applications aux entreprises, tout ce qui est lié ici à l'open source, là aux API, et puis à chaque fois vous avez des logos, et vous voyez que, alors quand je le faisais il y a 3 ans, il y avait déjà pas mal de logos, mais enfin là ça devient carrément illisible. Et donc c'est pour bien illustrer que finalement quand on parle de big data aujourd'hui, on parle de plein de choses différentes, et donc il faut avoir ça en tête. Alors, la première application que je voulais évoquer, c'est notre métier de base, c'est le risque pays. Alors le risque pays, de quoi on parle le risque pays? Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très connu. C'est-à-dire l'analyse économique des crises pays, je pense que ça vous est familier, mais ce qu'on appelle le risque pays, c'est vraiment un domaine très particulier. C'est la question de savoir si, dans les pays en développement, ça concerne assez peu les pays développés, mais c'est plutôt les pays en développement, on est capable d'identifier des caractéristiques quelques années avant que le pays rencontre des difficultés majeures, des difficultés économiques majeures. Pourquoi on essaye de les identifier à l'avance? C'est pour les aider. C'est simplement pour les aider, c'est de se dire si on est capable. Alors en Asie, par exemple, au milieu des années 90, il y a une crise majeure. En juillet 97, le taux de change de la Thaïlande déprécie de façon très forte, et ça affecte toute la région. Évidemment, si on avait été capable 1 an ou 2 ans avant d'identifier que cette zone-là présentait des risques particuliers, déjà les acteurs, les entreprises européennes qui étaient installées là-bas, se seraient couvertes, protégées de ces risques de change, parce que quand une devise déprécie de 50%, ça veut dire que le chiffre d'affaires que vous faisiez dans ce pays-là, il chute de 50% quand vous allez rapatrier cet argent chez vous, donc vous perdez beaucoup. Et puis simplement, les autorités locales, les pays qui sont censés aider ces pays en développement pour que le processus de développement se passe bien, si on est capable d'identifier à l'avance que ce pays-là risque d'avoir une difficulté majeure, on va l'aider en conséquence. Et donc les économistes se posent des questions sur la façon, est-ce qu'on est capable de mettre en place un système qui le fait correctement? Là, je cite tout un tas d'articles qui travaillent dessus, sur ce sujet-là, depuis la fin des années 70, et la réponse, c'est non, on n'est pas capable. On n'est pas capable d'identifier à l'avance, on est capable d'identifier quasiment au moment où la crise va avoir lieu, quelques mois avant, juste quelques mois avant, mais malheureusement dans ces pays-là, évidemment, le Nigeria, l'Angola, la Zambie, vous n'allez pas avoir des données haute fréquence qui vous permettent 1 an ou 2 ans avant de connaître le PIB, la production industrielle, l'inflation de ce pays-là. Vous l'aurez 1 an après ou 2 ans après, dans le meilleur des cas. Et donc de savoir 2 mois avant, avec un outil de machine learning, que ce pays-là va avoir des difficultés, c'est trop tard, ça ne marche pas. Dans les faits, ça ne marche pas. Quand on essaye d'analyser ces problèmes-là avec des données, alors ici, en fait, c'est ce que j'évoque ici, on prend des données de croissance économique. Donc, croissance économique, c'est le taux de croissance du PIB, ça c'est la donnée la plus courante en économie.
c'est ce qu'on appelle la croissance économique. Je prends la balance extérieure, c'est-à-dire les importations et les exportations. Est-ce que le pays exporte suffisamment, plus qu'il n'importe ou pas? Ce qu'on appelle la stabilité financière. Je ne vais pas détailler tous les indicateurs, mais c'est des indicateurs économiques relativement usuels. Le debt service, est-ce que le pays est endetté? La liquidité forex, est-ce que le pays dispose de dollars? Ensuite, on a exchange rate competitiveness. Est-ce que le pays a un taux de change qui est compétitif ou est-ce qu'il a une devise qui est surévaluée? Et puis, est-ce que son système bancaire est en bonne santé? Bon, je prends ces 12 indicateurs et puis je les représente ici, deux à deux. Donc ici, par exemple, le premier, c'est la croissance interne et l'équilibre externe. Et je représente l'un sur un axe et le deuxième sur un deuxième axe. Et puis, je dessine en vert. Donc j'ai tout un tas de pays dans mon échantillon, des pays et des années, avec les observations sur la croissance économique et l'équilibre externe. Et puis je regarde si, quand j'ai observé par exemple en 2010 la croissance interne on va dire de la Chine, en 2007 elle était d'à peu près 15% par exemple, quand elle était à 15% en 2007, et puis que le pays faisait tant d'exportations, est-ce que 2 ans plus tard j'ai eu une crise ou est-ce que 2 ans plus tard le pays était en bonne santé? Si le pays était en bonne santé 2 ans plus tard, je fais un point vert. Si le pays avait une crise, je fais un point rouge. Et ce que je représente ici, finalement, c'est toutes ces combinaisons 2 à 2. Et j'essaye de voir si je vois un gros amas de points verts et puis un amas de points rouges. Et auquel cas, si je le trouve, ça me permet de dire, j'ai trouvé au moins 2 indicateurs qui me permettent de dire, si le pays a un taux de change trop élevé et puis en même temps une croissance économique trop faible, c'est un bon indicateur de crise économique. Je ne le vois pas. Quelle que soit la combinaison de 2 à 2, je ne le vois pas, ce petit bout de point rouge. Alors la deuxième méthode traditionnelle qu'on utilise, que utilisent sûrement les étudiants ici, pour essayer de séparer comme ça des données, de façon non supervisée, on va dire, sans faire d'hypothèse sur les points rouges et les points verts, c'est ce qu'on appelle l'analyse en composantes principales. L'analyse en composantes principales, donc je représente tous les points dans l'espace, admettons que j'ai 3 dimensions, et je fais tourner cet espace jusqu'à ce que quelqu'un ici dans la salle me dise « ça y est, là l'espace est très très étiré, je vois bien les points de façon très très étirée, et là je m'arrête, on regarde les points, et j'allume les points rouges et les points verts. Donc je fais tourner l'espace, une fois que l'espace vous paraît très étiré, vous me dites on s'arrête, et quand on s'arrête, on allume les points. Et là encore on regarde, est-ce qu'on a les points rouges d'un côté, les points verts de l'autre. On voit une petite zone ici de points rouges qui semble un peu décalée, mais enfin il y a un petit mélange de points verts. Et puis ici une petite zone dans laquelle on a quelques points verts. Donc on a l'intuition qu'on a peut-être les bons indicateurs, mais enfin ça ne suffit pas à dire on les sépare. Donc je refais le même exercice avec vous, mais en faisant ce qu'on appelle une analyse linéaire discriminante, c'est-à-dire j'allume les points, j'ai exactement le même nuage de points, j'allume les rouges et les verts et je tourne. Jusqu'à ce que vous me disiez, ça y est, là j'ai l'impression que les rouges sont d'un côté et les verts sont de l'autre. Et quand vous voyez les rouges d'un côté et les verts sont de l'autre, ou vous avez l'impression que c'est la meilleure séparation que vous ayez vue quand j'ai fait la rotation, je m'arrête, et vous tracez une petite droite ou un plan ou quelque chose qui vous paraît bien les séparer. C'est ce qu'on appelle l'analyse linéaire discriminante. Et là encore, quand on regarde, on a un peu l'intuition qu'effectivement on arrive bien à séparer les points rouges, un peu mieux en tout cas que quand on le fait avec les indicateurs 2 à 2, mais enfin on n'a pas une boule de points rouges et une boule de points verts. Donc ça ne suffit pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a traité le problème pour essayer de le résoudre? La première chose, c'est qu'on s'est dit on va prendre une méthode de machine learning qu'on appelle, alors moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle les cartes auto-organisatrices. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste les cartes auto-organisatrices? L'idée, c'est de se dire on va prendre tous ces indicateurs-là, et puis on va projeter les points sur une carte. Donc on va dire, voilà, je prends les données de la Thaïlande en 97, l'année où il y a une crise en Thaïlande. Donc je connais la croissance économique, je connais l'inflation, je connais le taux de change, je connais tout un tas de données du pays. Et je le jette sur la carte, au hasard. La carte, c'est une carte en 2 dimensions, ça c'est une carte. Et puis je prends une deuxième donnée, ça va être l'Argentine en 2002, exactement les mêmes données. Je le jette au hasard. Et puis je le fais plusieurs fois comme ça. Au bout d'un moment, vous commencez à avoir quelques points comme ça sur la carte. On va reprendre une donnée qui va être peut-être la Malaisie en 97. Je vais prendre la donnée de la Malaisie, et là je ne vais plus le jeter au hasard, je vais regarder si la Malaisie ressemble à un des pays que j'ai déjà jeté au hasard sur la carte. Peut-être ça ressemble un peu à la Thaïlande de 97, auquel cas je poserai la Malaisie pas très très loin de la Thaïlande en 97.
Si ça ressemble plutôt à l'Argentine, je poserai la Malaisie pas très très loin de l'Argentine. Et ça, je le fais plein de fois. Et au bout d'un moment, ben, vous allez avoir des clusters comme ça qui vont apparaître sur la carte et vous allez avoir des pays qui se ressemblent, qui sont les uns à côté des autres. Et vous allez avoir des pays qui sont très différents, qui vont avoir tendance à se regrouper dans des zones de la carte. Et c'est ce qu'on représente finalement sur ces cartes. Donc vous avez ici un amas de points très très serré au milieu. Ça veut dire que tous les pays qui sont sur cette carte dans le centre du graphique se ressemblent. Et puis ici vous avez des points, ils sont séparés par des zones blanches. Et ça veut dire que tous les pays qui sont dans ces zones-là sont très différents des pays qui sont dans les zones du milieu. Donc ça vous permet d'identifier des clusters. Vous en avez un là au centre, vous en avez ici sur les côtés, et vous en avez en haut et à droite. Là où c'est intéressant, où cette méthode est intéressante, c'est que vous allez rajouter une deuxième information. Ici, je vais prendre la croissance économique. Et je vais regarder si est-ce que la croissance économique des pays qui sont au centre ici est très différente des pays qui sont là ou là. Si c'est le cas, la couleur ne va pas être la même. Donc là, qu'est-ce que je dis? Je dis les pays qui sont dans ce cluster-là ont une croissance économique finalement qui est très similaire aux pays qui sont ici. Alors que peut-être intuitivement un économiste aurait jugé que c'était des pays qui avaient sûrement une croissance économique très très différente. Et par contre, les pays qui sont dans cette zone-là, dans ce cluster-là, vous voyez que la croissance économique est bleue, ce n'est pas du tout les mêmes valeurs. Et ça, on peut le faire sur tous les indicateurs. Et là où c'est très intéressant, c'est que vous voyez que, par exemple ici, cet indicateur de Forex Reserve Quality, là, les séparations sont très très proches de celles de la croissance économique. L'apport informationnel des réserves est très faible. Tandis qu'ici, ce qu'on appelle la stabilité financière, vous avez un cluster ici au milieu où les individus se ressemblent et où finalement vous voyez qu'il y a des variables qui les séparent. Et ça, vous pouvez utiliser toutes les méthodes linéaires que vous voulez, vous n'arriverez jamais à capter ce type d'information-là avec des méthodes linéaires. Je passe ici. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a combiné ces méthodes-là, donc de ce qu'on appelle les réseaux de Cohen, avec des méthodes qu'on appelle les random forest, que je n'ai pas le temps de détailler ici, mais qui sont aussi des méthodes de machine learning, avec des méthodes plus simples qu'on appelle les arbres récursifs, qui sont des méthodes très utilisées. J'en ai un exemple dans 2 slides sur un cas de croissance économique, vous verrez à quoi ça sert, avec des SVM et puis avec des modèles plus simples de logit. Et on s'est dit, on voit bien qu'en appliquant tous ces outils à des questions économiques, de temps en temps le random forest va très bien marcher, de temps en temps ça va être le SVM qui va bien marcher, de temps en temps ça va être un réseau de neurones plus traditionnel qui va bien marcher. Et c'est très difficile de choisir. On n'arrive pas à choisir à l'avance. On peut faire de la cross-validation, du bootstrapping, enfin tout un tas de méthodes de test. On n'arrive pas vraiment à identifier à l'avance quel est le meilleur des modèles parmi les 5. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est qu'on les fait tous tourner. On les fait tous tourner tous les mois. Et puis on a une règle qui nous dit, si on a plus de 3 sur 5 modèles qui s'allument, c'est un signal de niveau 3. Si on a plus de 4, c'est niveau 4, etc. Quand on applique ça sur le cas de la Thaïlande de 91 à 97, donc je vous ai dit tout à l'heure, en 97, la Thaïlande a une crise extrêmement grave dans la région, où son taux de change se déprécie de façon très brutale. Et bien avec les mêmes indicateurs que ceux que j'ai présentés tout à l'heure, où on n'arrivait pas à distinguer les zones rouges des zones vertes, et bien ici, vous voyez que par exemple ici on a un indicateur qui est censé se déclencher 2 ou 3 ans avant. On avait des warnings qui s'allumaient dès 94, et puis ce qu'on appelle nous des signaux de crise, des signaux très forts, où il y a plus de 4 des 5 modèles qui s'allument, dès 95. On avait même des signaux avec les signaux de 3 à 5 ans bien avant. Donc ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux. Mais ça, vous me direz, et c'est ce que me disent beaucoup d'économistes, oui, c'est très bien, mais ça reste dans le domaine de la prévision, ça reste très boîte noire finalement. Tout le côté un peu sympathique que vous nous aviez vendu sur le machine learning qui nous permet de mieux comprendre l'économie, ça on ne le voit pas. Alors c'est pour ça que je sens ce nouvel exemple. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire, est-ce qu'on est capable de faire de la prévision de croissance économique en Europe avec un outil de machine learning relativement simple, qu'on appelle les arbres récursifs, mais est-ce qu'on est capable de le faire? Pourquoi c'est une question intéressante? Parce que, habituellement, les économistes, quand ils font de la prévision de croissance économique, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une équation économétrique dans laquelle ils vont dire la croissance économique, ça dépend de la consommation, ça dépend de l'investissement, des taux d'intérêt, éventuellement de l'inflation. Et on va essayer de combiner tout ça et on va regarder dans le passé si, quand on avait beaucoup d'inflation, on avait de la croissance économique ou des taux d'intérêt très faibles, plus de croissance économique, et de bien quantifier tout ça. La difficulté, c'est que quand vous voulez faire après une prévision à 2019 ou à 2020, il faut aussi prévoir vos variables explicatives souvent. Parce que vous n'arrivez pas à les décaler et à dire je vais prendre l'inflation de 2005 pour prévoir la croissance économique de 2008. Ça ne marche pas ça. Donc pour prévoir la croissance économique de 2008, il faut l'inflation de 2008.
Et donc, finalement, vous déplacez le problème. Vous vous dites, je vais essayer de prévoir la croissance économique, et pour la prévoir, je fais une équation. Donc, j'ai déjà le risque de modèle, j'ai peut-être pas le bon modèle. 2, j'ai peut-être le bon modèle, mais pas les bons coefficients, parce qu'ils changent dans le temps. Et 3, pour le faire tourner, ce modèle, vous allez être obligé de faire des prévisions sur des variables exogènes, sur lesquelles, finalement, vous en savez peut-être encore moins que sur la croissance économique. Donc, qu'est-ce qu'on dit, nous? On dit, il ne faut pas procéder comme ça. Il faut essayer de regarder si on peut faire des analogies de patterns macroéconomiques. Est-ce qu'on peut regarder dans le passé en prenant beaucoup de pays, beaucoup de données, et beaucoup de trimestres ou de mois? Est-ce que quand on est dans une configuration particulière d'indicateurs macroéconomiques, par exemple des taux faibles comme aujourd'hui, une inflation faible, des indicateurs de confiance en hausse, est-ce qu'en général, dans les 2 trimestres qui suivent, ou dans l'année qui suit, on a une croissance économique qui s'accélère ou qui se ralentit? Et ça, on peut le mesurer avec des méthodes de machine learning. Et c'est ce qu'on fait ici. Et là où c'était... Alors ça, c'est en fait l'analyse qu'on avait faite il y a 2 ans, au moment de la crise européenne, et où la question qu'on nous posait traditionnellement, c'est est-ce que l'Europe va repartir? Puisqu'on était touché par une crise grave, enfin les conséquences de la crise des subprimes sur l'Europe. Et donc tout le monde se posait la question, quels sont les indicateurs qui nous permettront de dire ça repart, l'activité repart en Europe? Et ce que cet arbre nous disait, c'est que l'indicateur majeur, c'était de la confiance. Ça, tout le monde avait l'intuition que c'était un indicateur de confiance. Mais ce n'était pas simplement la confiance, c'était la confiance des ménages européens dans leur situation financière dans les 12 prochains mois. C'était ça qui était clé. Et ça, c'est quelque chose qui est mesuré par Eurostat. Il y a une base de données, une enquête qui est faite sur l'ensemble de l'Europe. Et ce qu'on disait, c'est que tant que cet indicateur était à des niveaux qui étaient inférieurs à 40, il n'y avait aucune chance que ça reparte. C'était pas possible. Enfin, en tout cas, c'était pas possible. Dans l'histoire, il n'y en avait jamais eu des cas pareils. Donc, voilà. Et par contre, si on était au-dessus de 40, ça ne suffisait pas. C'est simplement une condition nécessaire à la reprise en Europe. Il faut au moins que cet indicateur de confiance soit supérieur à 40. Et puis, si l'indicateur était supérieur à 40, ben là, il fallait regarder d'autres indicateurs. Les taux d'intérêt, les tensions sur les taux d'intérêt en Europe, la croissance américaine. Ça, c'est vraiment une idée que tout le monde a. Enfin, beaucoup de gens qui ne sont pas des économistes, ils ont l'impression qu'il y a une guerre économique. Alors là, avec les mesures de Trump vis-à-vis de la Chine, c'est quelque chose qui est très installé dans la pensée traditionnelle, de se dire l'économie, c'est une guerre. Et quand il y a un pays qui va bien, d'autres pays vont mal, et vice-versa. C'est une sorte de balancier. C'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai, et ça, quand on le regarde sur une longue période, on voit très très bien que les périodes pendant lesquelles l'Europe va bien, c'est les périodes pendant lesquelles les États-Unis vont bien. Et quand les États-Unis vont mal, on va mal aussi. Et ça, c'est ce que nous dit l'arbre ici. Il nous dit qu'une des conditions pour que la reprise soit durable en Europe, c'est pas simplement la confiance, c'est pas simplement les taux d'intérêt, mais c'est la croissance aux États-Unis. S'il y a en plus de la croissance aux États-Unis, ça va bien. Voilà, donc ça, c'est un des cas d'application pour montrer qu'on peut faire une utilisation pour de la prévision sur de la croissance économique en Europe. Là, je place plein de slides parce que je vois que je suis très en retard, mais c'est pas grave. Alors, c'est le travail qu'on a fait pour le ministère de l'économie et des finances. Donc, le ministère de l'économie et des finances s'est adressé à nous pour nous dire, voilà, on voit bien que la relation entre les banquiers et les PME ne marche pas en France. Les banquiers disent, on veut faire plus de crédit aux PME, puis les PME viennent, et elles font des demandes aux banquiers qui lui paraissent tellement incroyables qu'ils refusent. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas du tout. Et en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, ce n'est pas forcément la demande, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est le tissu d'entreprise de PME françaises. Et ça, il y a quelques créateurs d'entreprises dans la salle, on l'a tous vécu. Vous allez chez votre banquier, vous lui dites, voilà, je suis dans tel secteur, j'ai tel besoin. Et le gars ne comprend pas et n'est pas capable de vous proposer quelque chose. En gros, il va vouloir vous prêter de l'argent quand vous allez bien, et il va refuser de vous en prêter quand vous allez mal ou quand vous en avez besoin. Donc ça ne colle pas. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la première chose à faire quand vous voulez améliorer la relation banquier-PME, c'est pas de forcer le banquier à donner du crédit à la PME, ça ne marchera jamais, c'est plutôt de lui dire, on vous donne des outils pour comprendre la PME que vous allez voir, pour vous dire, voilà, telle PME, elle est de tel type, elle a tel type de besoin. Et donc on l'a fait encore une fois avec une carte de Cohen. Alors on dirait une photo de la Lune, là, on a l'impression que c'est des cratères lunaires, mais pas du tout en fait, c'est donc à peu près 120 000 entreprises françaises qu'on a passées dans un réseau de Cohen, donc au début des années 2000, et on a essayé de voir si le clustering traditionnel, c'est pas forcément le bon mot, mais c'est-à-dire la segmentation que font les banquiers usuellement dans les entreprises françaises, qui est le secteur et puis la taille, de se dire si j'ai l'information du secteur dans lequel elle est et de la taille qu'elle a, ça me suffit pour savoir quels sont ses besoins. Est-ce que ça tient la route?
Ben là, on a dit non. On a dit non, ça ne tient pas du tout la route parce que vous voyez qu'il y a tout un tas de petites zones noires qui sont des clusters et il y en a plus que le nombre de secteurs. Alors, en fait, on peut zoomer dans la carte et voir qu'il y a des sous-clusters. Il y en a beaucoup. Et finalement, quand on regarde, ça va vous parler tout de suite, si vous allez voir votre petit garagiste de village, vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec le garagiste Midas ou Noroto que vous aurez en centre-ville. Si vous allez voir un boulanger Banette, c'est pas du tout la même chose que le boulanger traditionnel d'un petit village. Donc vous avez des gens qui font le même métier, qui peuvent avoir une affaire qui fait à peu près la même taille ou qui se ressemblent, mais évidemment qui ne vont pas du tout avoir les mêmes besoins. Et c'est ça qu'on a révélé avec ce type d'analyse. Je passe sur la suite. Les profils de reprise après les crises. Les économistes ont toujours eu en tête qu'il n'y a que 3 profils de reprise. Il y a les profils en V, les pays qui connaissent une crise très grave, puis qui s'en remettent très très vite. Il y a les profils en U. Ils ont une crise très grave, ils restent quelques années en crise et puis ils s'en remettent après. Et puis les profils en L. Le pays connaît une crise très grave et puis il n'en sort jamais. Il reste dans cette crise. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui était installé dans le mental des analystes, des économistes qui travaillaient sur les crises pays. Qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé encore, alors d'une manière un peu différente, mais des réseaux de neurones, en prenant un très grand nombre de crises pays sur des indicateurs normalisés, et puis on a fait du clustering non supervisé, comme je disais tout à l'heure, et essayer de voir si on peut trouver des analogies, comme des analyses d'empreintes digitales finalement. Hein. Vous prenez tout un tas d'empreintes digitales, et vous vous dites, bon, on a tous des empreintes digitales différentes, mais il y en a peut-être quand même quelques-unes qui se ressemblent, qui sont de la même famille. Et là, c'est ce qu'on a fait. On a trouvé que, oui, effectivement, il y avait peut-être les 3 grands profils VUL, il y a aussi peut-être tout un tas de cas très très particuliers. Jamais 2 pays se ressemblent, mais on est quand même capable de retrouver donc les fameux VUL, 30% des cas, 25% des cas de profil en L, 5% de cas de profil en U. Les économistes pensent qu'il y en a énormément, mais finalement il n'y en a que 5%. Et on a trouvé deux nouveaux types de crises. Le premier, c'est les crises en S. Donc les pays qui étaient déjà mal avant la crise, ils ont en plus de ça une crise. C'est des pays qui peuvent, par exemple, pendant la crise des subprimes, ils étaient déjà dans une situation un peu difficile. Après, en plus de ça, ils subissent la crise des subprimes. Et certains d'entre eux se remettent très très vite. Et puis, ils repiquent du nez un peu, ils reconnaissent une deuxième crise quelques années après. Et puis les pays qui, au moment où la crise des subprimes, par exemple, arrive, il ne se passe rien, même les choses semblent aller mieux. Vous savez, c'est le sursaut. Les choses semblent aller mieux et il se passe exactement l'inverse de ce à quoi on s'attendait. Donc la conjoncture ne devient pas plus difficile, elle devient meilleure. Mais finalement, on n'a pas assaini la situation du tout et le pays rentre dans une situation de ralentissement tendanciel plutôt long et il s'enfonce petit à petit dans une situation qui devient bien plus mauvaise. Je passe la suite, ça aussi je le saute. Voilà, et je vais finir avec ces questions-là, puis après avec quelques éléments de conclusion. J'en ai parlé au tout début de mon intervention sur le text mining. Comment on peut utiliser le text mining sur des concepts économiques et à quoi ça peut servir. Donc nous, on avait plusieurs difficultés. La première, c'est qu'on suit une centaine de pays. On suit une centaine de pays et un client peut nous appeler du jour au lendemain et nous dire qu'est-ce que vous pensez de l'Europe? Alors l'Europe, il n'y a pas de souci, on travaille tellement dessus qu'on saura à quoi dire. Mais quelqu'un peut nous appeler et nous dire qu'est-ce que vous pensez, Sylvain, du Nigeria ou du Chili ou du Paraguay et me demander éventuellement de faire une présentation le lendemain dans ces locaux. Alors évidemment, on essaye de se préparer à tout ça, et d'anticiper les questions, de travailler sur un très grand nombre de pays, mais enfin quand vous en avez une centaine, rappelez-vous, au début je vous disais, on est une vingtaine chez TAC, on n'est pas à 150 personnes non plus. Donc il vous faut des systèmes pour être sûr que vous n'allez pas manquer une information. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un outil qui donc toutes les 3 heures scrape une centaine de sites de news dans le monde. C'est pas simplement en Europe, c'est aussi en Afrique, en Asie, en Amérique latine, aux États-Unis. Récupère les grands titres et les stocke dans une base de données. Derrière ça, on a deux types d'outils. Le premier, c'est un outil qui nous permet, après une pré-classification, c'est-à-dire qu'on va chercher des mots, par exemple, qui vont être liés au Brésil, Rio, le réal brésilien, le mot Brésil, et puis on va affecter ces articles-là au Brésil, et puis on va faire la même chose sur la France, sur la Chine, on va le faire sur des thématiques, sur l'emploi, sur l'inflation, on va les classer. Une fois qu'ils sont classés, un économiste pourrait sélectionner un pays et regarder tous les articles. La difficulté, c'est que si vous faites ça sur un pays comme la Chine, par exemple, vous avez 300 articles par jour à lire. Ce n'est pas possible.
C'est pas possible. Et même si vous le faites une fois, de toute façon, 300, c'est pas possible. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un algorithme qui sélectionne les articles les plus importants à lire tous les jours. Donc, il prend ces 300 articles sur la Chine et il va le représenter sous forme matricielle, l'ensemble de ces articles. Il y a tout un tas de méthodes disponibles aujourd'hui pour faire ça. Je n'ai pas le temps de les expliquer, mais c'est des méthodes assez connues. Et puis, il va combiner ces mots, ces matrices, d'une manière à les factoriser, en quelque sorte, et à extraire de ces matrices les articles les plus importants, ceux qui ont capté l'attention, la presse au moment, et vous dire, si vous avez une demi-heure ou une heure pour lire juste 10 articles ou 5 articles, c'est ceux-là qu'il faut lire. Si vous avez un peu plus de temps, c'est ensuite une deuxième liste. Et ensuite, c'est une troisième liste. Vous n'avez pas besoin d'en lire 300. Déjà, si vous lisez les 5 ou 10 premiers, vous êtes sûr que vous allez capter des informations phares de la journée. Donc ça, c'était la première utilité, c'est de se dire, on a les 100 pays, on a un outil automatiquement qui nous récupère les données, les articles qui parlent de ces 100 pays, et de nous dire, si on a une urgence, une question à se poser sur un pays, on est capable de voir tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, les thèmes clés. Et le deuxième, c'est des indicateurs de sentiment. Alors, c'est un peu plus... c'est du marketing, on va dire. On ne les utilise pas du tout pour prévoir les crises. Mais c'est pour montrer qu'on sait le faire. Et puis, ils sont parfois assez intéressants. En fait, ils sont intéressants pas simplement pour regarder l'historique de sentiments, mais pour être sûr de ne pas manquer une info très très négative. Vous avez parfois dans des pays, et alors si c'est encore une fois la France ou les États-Unis, les infos très négatives, on les voit. Pour les États-Unis, on les voit tous les jours, puisque c'est Trump qui fait des annonces complètement incroyables quasiment toutes les semaines. Donc ça, on les voit très bien. Mais si je parle de la Zambie ou si je parle de l'Égypte, je pense que les informations, si vous êtes un spécialiste de ces pays-là, vous les verrez. Mais si vous n'êtes pas un spécialiste qui lit tous les jours la presse de ces pays-là, vous passerez à côté. Et en revanche, vous avez ici, si vous avez les thèmes clés, vous avez une chance de tomber dessus. Et si en plus vous avez un indicateur de sentiment que vous voyez piquer du nez un jour dans le passé, vous pourrez retourner ce jour-là et puis lire les articles du moment et être capable de se dire, voilà, j'ai pas manqué cette info qui est passée il y a 15 jours parce que je vois mon indicateur de sentiment qui a piqué du nez et ça m'a permis de relire les articles importants du moment. Voilà. Donc, on sort des indicateurs comme ça. Donc ça, c'est nos petits dashboards. Donc, vous voyez ici, on peut sélectionner le pays en haut. On a le mood, ce qu'on appelle nous le mood. Donc, est-ce que c'est négatif? Ça veut dire que le sentiment est négatif ou pas. On a un petit historique du buzz, etc. On a les thèmes clés. Là, c'est sur Macron, par exemple. On sortait les thèmes clés sur Macron qu'on peut sortir tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Voilà. Donc, les conclusions sur l'ensemble du speech. Donc, la première, c'est que, comme je le disais en intro, en fait, on a plus de données, on a de meilleurs modèles, on a plus de puissance de calcul, on a plus de stockage. Ça fait plaisir à beaucoup de gens qui sont dans cette salle. Dans mon métier, ça fait peur. Faut l'avouer. Quand vous dites ça à un banquier, quand vous dites ça à quelqu'un qui est un stratégiste d'entreprise, ça lui fait peur. Ça lui fait peur parce qu'il a l'impression que il ne saura pas utiliser ces outils-là, que les gens à qui on va demander un avis seront des gens qui seront issus du domaine informatique, statistique, mathématique, et qui sont des gens qui ne connaissent pas son métier. Et pour lui, c'est une menace. C'est clairement une menace. Donc, ils ne comprennent pas ça. Et donc, ils ont tendance à se rabattre sur ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire l'économétrie. C'est ce qu'ils ont appris quand ils étaient à l'université, c'est ce qu'ils ont toujours utilisé. Et donc, quand vous avez... C'est pour ça que la différence que j'avais ce tableau dans les premiers slides sur les mots qu'on utilisait, que ce n'était pas du tout le même vocabulaire. Ce n'est pas du tout un détail, c'est vraiment important parce que quand vous avez justement des startups dans le big data qui débarquent dans des banques et qui doivent s'adresser à des gens qui sont des personnes d'expérience qui travaillent sur l'agroalimentaire, l'oil and gas, les matières premières d'une manière générale, ils ne parlent tellement pas le même langage qu'il y a un sentiment de peur qui est déclenché quasiment automatiquement par le client potentiel. Bon, je ne reviens pas sur les deux autres questions, c'est un peu bateau, mais c'est vrai que, là encore, je disais en introduction qu'il y a 25 ans, quand je disais à l'université, ou même quand je programmais à l'époque des algorithmes génétiques, à cette époque-là, c'est ce qui me passionnait, et que je disais que je l'appliquais à la détection de crise de change, les gens rigolaient, ils n'imaginaient même pas que je pourrais publier un article dessus. Enfin, ça paraissait tellement lointain
Aujourd'hui, tous les masters, là moi j'enseigne dans un master d'économie et de finance, il y a un cours de Big Data. Un cours de Big Data où les étudiants font du Python, comme des étudiants en statistique ou en machine learning font du Python, et on va utiliser Python pour aller récupérer des articles, calculer des indicateurs de sentiment, utiliser des méthodes de réseau de neurones pour essayer de faire des prévisions d'inflation, ou des choses qui faisaient traditionnellement avec des méthodes plus économétriques. Et donc, mais malgré tout, je le vois, parce que cette présentation, je l'ai faite à beaucoup de publics d'économistes, soit dans des banques, soit des entreprises, les gens n'arrivent pas à se sortir de la tête que c'est une menace. Ils ne le voient pas du tout comme une opportunité. Alors, ce qui les rassure, et ce qu'ils me le disent tout le temps, c'est que finalement, fort heureusement, le data scientist, ça n'existe pas. Alors, comment ça n'existe pas? C'est qu'ils se disent, un bon data scientist, c'est quelqu'un qui serait à la fois un informaticien, un statisticien, un mathématicien, un financier, dans mon métier, un ingénieur peut-être, un économiste, et finalement, personne n'est tout ça à la fois, c'est pas possible. Donc vous allez avoir des gens qui sont informaticiens, statisticiens, des statisticiens financiers, des économistes un peu informaticiens, mais le tout, c'est pas possible. Et donc c'est ça encore qui les rassure, c'est le fait que c'est un mythe quasiment le data scientist. Alors je pense que c'est de moins en moins un mythe, mais voilà, il y a cette idée fondamentale que c'est un mythe. Et donc, le cas idéal, c'est la personne qui sait faire la liaison entre les deux. C'est-à-dire, et là, moi, j'ai beaucoup d'émissions que je fais actuellement. Je racontais les sociétés pour lesquelles on travaille, donc beaucoup de banques, beaucoup de sociétés qui sont exposées à l'international. Et mon métier aujourd'hui, c'est rarement de leur apporter des outils qui sont vraiment nouveaux, mais c'est plutôt de les faire dialoguer entre eux. Là, par exemple, je travaille avec une très grande banque, et cette banque à des économistes en interne qui sont très brillants, ils n'ont pas du tout besoin de moi pour élaborer des systèmes, ils sont tous très forts. Ils ont aussi ce qu'on appelle des analyses sectorielles, des gens qui vont analyser des secteurs, la restauration, l'automobile, tout un tas de secteurs, ils sont des spécialistes de ces secteurs-là. Et puis une troisième direction qui sont les modélisateurs, les analystes de risque. Et ces trois-là, ils n'arrivent absolument pas à dialoguer entre eux. Donc les modélisateurs, eux, ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin des autres. S'ils font les bons modèles et qu'ils ont les bonnes données, ils auront les bonnes réponses. Donc on ne va pas du tout aller demander à un vieil économiste ce qu'il pense du Nigeria, ça ne sert à rien. On ne va pas aller demander à un spécialiste de l'automobile ce qu'il pense de l'automobile, ça ne sert à rien. On va plutôt faire un super modèle sur l'automobile. Et puis, évidemment, l'économiste ou le spécialiste du secteur de l'automobile, il voit le petit jeune qui fait son modèle avec le réseau de neurones comme un extraterrestre, qui fait un truc qui, de toute façon, est tellement loin de la compréhension du secteur qu'il ne va jamais réussir à faire quelque chose qui marche. Et donc, moi, quel est mon rôle dans tout ça? Les faire dialoguer. Simplement les faire dialoguer. Je vais pas... Alors, évidemment, je peux les faire dialoguer parce qu'on connaît ces méthodes-là, mais ils ne viennent pas chez moi pour me demander de mettre en place ces outils. Ils sauraient les faire eux-mêmes. Mais c'est simplement parce que, justement, ce data scientist qui fait le croisement entre tous ces métiers-là, il n'existe pas vraiment. Ils ont... dans cette banque-là, une cinquantaine de data scientists dans l'équipe dont je parle. Mais malgré tout, ils font tout un tas de gaffes qui font que le dialogue ne fonctionne pas. Donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu réel, enfin, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la banque, qui est de faire se dialoguer. Et puis, je pense au dernier, et je terminerai par ça, et en plus Sébastien me disait, ton premier slide, on dirait une boule de cristal qui est tenue entre deux mains, donc c'est de dire que malgré le fait qu'on utilise des modèles, malgré le fait qu'on utilise de l'intelligence artificielle, qu'il y a aujourd'hui plein de modèles, et que parfois on a l'impression, sincèrement, d'avoir une boule de cristal. C'est vrai que je me souviens de quelques modèles qu'on estime, parfois ça ne marche pas du tout, bon, on se dit, on aurait mieux fait de ne rien faire là-dessus, mais parfois on a vraiment l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui prévoit dans 9 cas sur 10 qui donnent les bonnes réponses, et donc on a l'impression d'avoir une boule de cristal. Il faut quand même rester toujours humble et puis bien réaliser qu'on n'a pas une boule de cristal. Si on l'avait, ça serait quand même un peu triste, et que donc le futur reste imprévisible par nature, hein. Donc on essaye de réduire l'incertitude, mais on n'y arrive jamais totalement. Écoutez, voilà, je pense que j'ai réussi, j'ai un peu dépassé, mais pas beaucoup. Merci. Des questions, des remarques? Bon, là, je vous ai assassiné, ou alors c'est un domaine qui est tellement loin de vos préoccupations de tous les jours que vous n'avez pas de questions.
J'ai pas parlé beaucoup de finances. Je lance le débat. Qu'est-ce que vous avez comme infrastructure informatique pour faire fonctionner parce que je pense que vous avez besoin de puissance de calcul. Oui. Alors en fait, oui. On a un petit rack avec quelques serveurs qu'on a utilisé pendant des années, qu'on n'utilise plus. Enfin, on l'utilise pour stocker des fichiers, mais on l'utilise plus. On a utilisé, là, je parlais, alors je ne l'ai pas présenté en détail ce projet-là, mais on a travaillé sur de la défaillance d'entreprise ces dernières années avec des bases de données dans lesquelles on avait des dizaines de millions de lignes. Donc là, ce qu'on utilisait, c'est des clusters. On utilisait tous les PC qu'on a au boulot, et donc avec Spark. Je crois que vous avez eu un meet-up sur Spark. Donc avec Spark, qui était lancé sur tout un tas de machines. Donc on utilisait les machines qu'on utilise tous les jours pour travailler, pour qu'elles travaillent en cluster et puis pouvoir gagner du temps. Mais finalement, tout ça, aujourd'hui, on le déporte et on utilise, nous, beaucoup les Amazon Web Services. Donc on a des serveurs dédiés chez OVH, enfin chez quelques prestataires, mais quand on a vraiment du gros calcul à faire, on loue du temps de calcul chez des gens qui en vendent. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est à la fois pas très cher. On partageait avec Sébastien tout à l'heure des ordres de grandeur sur les prix. C'est vrai que ça permet d'avoir accès à des machines qui sont très puissantes, pas forcément aussi puissantes qu'ils le disent. Ils survendent un petit peu leur capacité, mais quand même puissantes, qu'on ne pourrait pas espérer acheter, enfin une petite boîte comme nous en tout cas. Et même quand vous l'achetez, c'est périmé tellement vite que vous prenez trop de risques. Donc on déporte beaucoup. On stocke sur le cloud et on fait beaucoup de calculs déportés sur des serveurs comme ça. Vous avez géré, enfin vous aviez un outil qui faisait du texte mining, et donc du coup vous lisez beaucoup de données, mais qui viennent un peu de tout ça. Oui. Si vous faites des analyses sur ces données pour vérifier si elles sont vraies ou pas, si c'est de la précision, ce genre de choses, parce que ça peut énormément impacter vos résultats. Oui. Non. Honnêtement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, effectivement, par exemple, on prend énormément de données sur la Chine, par exemple, dans le China Daily, enfin tout un tas de publications où on sait que là, évidemment, c'est pas que des journalistes qui ont décidé de mettre ça à la une. Donc on sait que ça c'est un peu manipulé. Non, on le fait pas parce que c'est pas dans notre cœur de métier. Donc on le fait juste comme outil secondaire pour suivre les grands titres. Mais vous avez raison. Si on voulait vraiment essayer d'enlever les fake news, ou ce qui est du domaine de la manipulation, oui, il y a du travail. C'est sûr qu'il y a du travail. Mais il n'est pas facile, forcément. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très fait sur Twitter, par exemple, d'enlever tous les gens qui vont retweeter des imbécilités, ou les gens qui vont essayer de manipuler des réseaux en donnant une information qui n'est pas forcément vraie, en tentant de faire chuter un cours de bourse, par exemple, ou des choses comme ça. On arrive assez bien à le détecter. Enfin, je crois que c'est des sujets que connaît bien Sébastien, mieux que moi d'ailleurs. Sur les news qu'on traite nous, c'est-à-dire sur la presse internationale, c'est plus dur. Sauf si vous avez décidé que telle source de presse n'est pas digne de confiance et qu'elle sait telle autre est digne de confiance. Mais c'est plus difficile. En même temps, je parlais de l'algorithme qu'on utilisait tout à l'heure pour identifier les grands thèmes clés. Justement, cet algorithme est censé supprimer les outliers, c'est-à-dire les individus qui vont dire quelque chose de tellement différent du reste que, alors soit c'est une news qu'ils sont les seuls à avoir, c'est relativement rare, soit elle est fausse. Donc vous allez récupérer les grands titres, l'information que tout le monde partage. Donc ça paraît relativement facile quand on parle de la France et des États-Unis, mais ça l'est moins quand c'est le Paraguay ou le Chili. C'est l'intérêt du truc. Mais c'est vrai que c'est un enjeu, c'est quelque chose de compliqué. On a la même question sur les données économiques, d'ailleurs. Nous, on a beaucoup travaillé, on faisait par exemple l'Observatoire sur la Chine pour la Commission européenne. On a fait ça pendant 10 ans. Pendant 10 ans, on publiait une revue tous les trimestres à destination de la Commission européenne, puis on présentait ça à Hong Kong et à Pékin, un observatoire sur les données chinoises. Et c'est la question qu'on avait à tous les coups. Est-ce que les données chinoises sont fiables ou est-ce qu'elles ne sont pas fiables? Donc nous, on avait essayé de recalculer le PIB chinois en regardant les ventes de bulldozers, enfin des données, les ventes d'électricité, de ciment, d'utiliser des données physiques qui permettaient de vérifier si les données étaient fiables. Et la réponse, c'était que oui, dans leur ensemble, les données étaient fiables, elles retraçaient bien ce qui se passait en Chine. Simplement, les Chinois avaient tendance à en faire une belle courbe. C'est-à-dire que vous aviez quelque chose comme ça, là, un peu avec des pics et des creux, puis les Chinois faisaient une belle courbe comme ça. Voilà. Mais
elles n'étaient pas complètement truquées. Oui. Qu'est-ce qu'il faut à peu près comme taille d'échantillon pour se dire que la donnée est valable? Ça, c'est difficile. Ça dépend. En plus, ça change de période. La période économétrique, alors les gens disaient il faut 10 points. Mais ça, c'est il y a 20 ans. Alors aujourd'hui, un data scientist il va vous dire ça dépend du nombre de variables, puis il en faut peut-être 3000. Ça dépend du sujet, ça dépend aussi du nombre. Si c'est un apprentissage supervisé avec tout un tas de cas très très rares, par exemple, si vous avez 3000 points, vous vous dites j'en ai beaucoup, mais s'il y a 10 cas que vous souhaitez identifier parmi ces 3000, ça ne suffit pas. Donc non, c'est très très difficile. Je ne pense pas qu'il y ait de règles absolues. Il en faut beaucoup. Mais par exemple, dans le domaine de l'imagerie, les gens utilisent des millions de données. Dans mon domaine, ce n'est pas possible, on n'en a pas des millions. Donc, par exemple, dans les cas des crises pays, on a des séries de 4000, 5000 points. Donc c'est relativement peu pour quelqu'un qui travaille habituellement dans le data science. Et, traditionnellement, les gens qui sont dans ce domaine-là vont dire ça ne suffit pas. Mais on se débrouille avec ça et on réussit quand même à trouver des choses. Donc ça dépend vraiment. Dans la même veine, les données, vous avez des données depuis quelle année en fait? Ça dépend des sujets. Alors là, par exemple, nous on travaille beaucoup pour un géant du ciment dont je parlais tout à l'heure, Lafarge-Holcim. Des données sur le ciment, on les a sur plus de 100 ans. Donc ça, on est capable de faire quand vous avez plus de 100 ans, vous avez quand même des périodes assez différentes entre les guerres, les périodes de récession, les périodes les 30 glorieuses. Et puis parfois, là par exemple, on vient de terminer un outil sur les cours boursiers, on a des données depuis 15 ans. On a des données parce que depuis 15 ans, alors je parlais tout à l'heure du moment là, en février, où les cours boursiers se sont retournés de façon très très brutale. Ils se sont retournés de façon très brutale, en particulier un indicateur qui s'appelle le VIX. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le VIX. C'est un indicateur, un indice qui mesure la volatilité des cours boursiers. Et donc, plus les cours boursiers sont volatiles, donc ils font des hauts et des bas comme ça, plus cet indicateur monte, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça, plus il monte, et plus ils sont stables, plus cet indicateur baisse. Et cet indicateur, on ne l'a pas depuis 50 ans, on l'a depuis une dizaine, une quinzaine d'années, donc si vous le mettez dans les modèles, vous subissez la période. Donc voilà. Donc ça dépend vraiment des sujets. Et quand j'ai travaillé sur la défaillance d'entreprise, les premiers échantillons qu'on avait, c'était sur 5 ans. Alors c'était vraiment très très peu. Mais là, c'était compensé par le fait qu'on avait des millions d'entreprises. Donc c'était sur 5 ans, mais on en avait 8 millions par an. Donc on se retrouvait avec à peu près 40-50 millions de données au total. Ça donnait l'apparence de quelque chose avec beaucoup de données, mais pour un économiste, ce n'était pas suffisant. C'est vraiment une question difficile. Il n'y a pas de réponse universelle, je pense, à cette question de données. Il faut être super prudent. Entre l'idéal et puis l'idéal qui serait un laboratoire avec un générateur de données qui vous donne tout ce que vous voulez et qui vous permet de tester votre modèle, ça n'existe pas malheureusement, et particulièrement dans mon métier. Les choses ne se passent qu'une fois et puis se reproduisent pas. Donc, vous n'avez pas un petit rat que vous pouvez mettre dans un labyrinthe et retester une deuxième fois comment il se comporte. Oui. L'open data, en fait, ces dernières années, c'est pas mal développé, ça vous facilite bien la vie aussi? Oui, alors ça nous facilite bien la vie, c'est vrai. Ça nous complique aussi en partie la vie, parce que ça fait apparaître tout un tas de concurrents qu'on n'avait pas auparavant. Des gens qui se disent, tiens, c'est vrai que maintenant, les données de la Banque mondiale, je peux les récupérer sur 200 pays dans le monde de façon automatique tous les jours avec un simple script Python. Alors qu'avant, c'est vrai qu'il y a 15 ans, les gens venaient chez nous simplement déjà parce qu'on avait les données. Donc certains nous demandaient juste les données. Ils nous disaient, est-ce que vous avez les données de PIB ou d'inflation sur tous les pays d'Afrique? On les avait. Donc, et ce n'était pas si courant que ça. Aujourd'hui, c'est très courant. Donc évidemment, on est obligé de déplacer la valeur ajoutée ailleurs, d'avoir des modèles qui sont plus efficaces, où les gens viennent nous voir parce qu'on a des modèles. Mais c'est vrai que ça nous facilite la vie. Moi, je suis passionné de technique avant tout, donc c'est vrai que ça, c'est génial. Aujourd'hui, je ne me pose plus la question de savoir si je vais avoir des données sur un pays, même si c'est un petit pays, même si c'est le Brunei ou le Sri Lanka, je vais avoir des données historiques. Ça, c'est vrai que c'est extraordinaire. Mais open data, ça ne veut pas dire que vous êtes au courant de tout quand même. Ça, c'est un truc qui est un peu compliqué. C'est-à-dire que dans le domaine économique, vous avez des bases qui sont très connues, donc c'est une bonne nouvelle quand elles passent en open data, mais vous avez aussi tout un tas de bases qu'on ne connaît pas et qui seraient sûrement très utiles. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi dans la défaillance d'entreprise que je n'ai pas utilisé.
Et tous les jours, il y a des bases de données qui apparaissent, alors que ce soit des bases de données satellites qui sont parfois en open source, des données sur la presse qui sont saisies par d'autres, qui sont rendues publiques en open source encore une fois, des données géographiques, et vous en avez des tonnes des données en open data. Donc ça c'est difficile de savoir quelles sont celles qui existent et puis quelles sont celles qui pourraient être utiles pour répondre à votre question. Oui ? Est-ce que vous avez des précautions à prendre quand vous utilisez des données qui sont de niveaux d'agrégation différents? Ah oui. Suivant si vous utilisez un indice composite ou Oui. une donnée brute. Vous voulez dire qui sont par exemple trimestriels, mensuels ou annuels ou... Il y a ça, ou dans la fabrication de la donnée, Ah oui. si c'est une information très agrégée, avec beaucoup de contributeurs à Ah oui. cette donnée, et puis un contributeur qui est une donnée isolée, brute, et que vous essayez de les mettre en relation. Oui, alors il y a deux réponses. La première, c'est sur la temporalité des données, voilà, trimestrielle, annuelle. Donc ça, c'est un truc auquel on fait face tous les jours, qui est assez compliqué, parce que vous avez envie d'avoir des indicateurs tous les jours. Or, les indicateurs comme l'inflation, c'est tous les mois. Des indicateurs comme le PIB, c'est tous les trimestres. Et puis des indicateurs comme, je sais pas, les tarifs douaniers, par exemple, c'est tous les ans. Donc comment vous gérez ça? En économétrie, on gère ça avec des modèles type Midas, enfin des trucs un peu spécifiques. Nous, on est obligé de réfléchir à des méthodes. Je ne pense pas qu'il y ait des méthodes qui existent, qui soient un peu carrées pour faire ça. Donc c'est du cas par cas. La deuxième question que vous posez, c'est sur comment on fait pour être sûr qu'il y a une cohérence dans tout ça. C'est ça, qu'il n'y a pas une donnée un peu bizarre qui pourrait tellement influencer nos modèles et nous, on n'aurait pas pris garde au fait que, je ne sais pas, c'était une enquête très très particulière. On essaye d'en prendre déjà un grand nombre. Et je parlais tout à l'heure avec Sébastien, encore une fois, des auto-encodeurs, par exemple. C'est une forme particulière de réseau de neurones qui sont assez utiles justement pour flouter, on va dire, les données. C'est-à-dire vous avez tout un tas de données historiques et puis vous voulez être sûr de ne pas accorder peut-être trop d'importance à une donnée qui pourrait parfois avoir des pics, enfin des extrêmes, des valeurs extrêmes qui influenceraient un peu trop votre modèle. Et vous voulez voir si ça, c'est un peu corrélé avec des données un peu voisines qui mesurent un peu la même chose. Donc vous allez un peu flouter vos données pour justement avoir une sorte de backup, quoi, pour vous rassurer un peu. Comme on faisait avec l'analyse en composantes principales dans le passé, mais comme on fait aujourd'hui avec un auto-encodeur. Oui? Non, vous n'avez plus de questions? Essayé tout à l'heure. D'accord. Une question. Aujourd'hui, il y a les Facebook, les géants du web, ils ont toute la connaissance mondiale en intelligence artificielle. Ils ont un maximum de données. Certaines choses sur nous, etc., comme on pense avec Facebook. Et je me suis toujours demandé pourquoi les états de la finance ou de l'économie, ils ont tous les moyens pour être meilleurs que les banques aujourd'hui. C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr du tout parce que c'est plus compliqué. Je pense que c'est plus compliqué. Alors moi, je peux en parler parce que je suis en train de le faire en ce moment. Et c'est plus compliqué parce que la question des échantillons, comme je le mentionnais tout à l'heure, l'échantillon d'apprentissage, les échantillons de validation, les échantillons de test, en finance, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Si vous travaillez sur un échantillon, par exemple, d'images, et que vous voulez identifier les images avec un petit chien, des images sans petit chien, voilà, vous allez récupérer des banques d'images avec des gens qui ont tagué tout ça, et vous allez pouvoir assez facilement créer, vous allez apprendre la moitié, vous allez caler votre système, sur la moitié restante, vous allez caler la fin de l'apprentissage de votre système, et puis sur le tiers restant, vous allez être capable de tester les performances dans du pur out of sample. En finance, faire ça, c'est très compliqué parce que vous avez la notion de temps. Si vous prenez le CAC 40, par exemple, et que vous vous dites, j'essaye à chaque fois prendre un point et de prévoir ce qui va se passer le lendemain. Vous avez tout l'historique du CAC 40. Si vous prenez au hasard des points comme ça dans l'histoire et que vous calez votre système, et puis qu'après, sur tous les points qui restent dans l'histoire, vous essayez de faire des prévisions, ça va marcher. C'est assez facile. Pourquoi? Parce que c'est un truc d'interpolation. Vous avez une courbe, vous avez pris des points comme ça un peu au hasard, et votre système, il va juste dire que s'il y a un point en bas, un point en haut, c'est sûrement qu'entre les deux, ça a monté. Il y a peu de chances que ça ait fait ça. Et donc, vous allez vous dire, donc ça veut dire que les points de mon échantillon d'apprentissage, il ne faut pas que je les prenne au hasard comme ça, et que je sélectionne au hasard d'autres points
au milieu de l'échantillon à prévoir, sinon c'est trop facile. Donc je vais prendre des histoires. Je vais prendre des données de 2000 à 2005 pour caler mon système, et je vais le tester de 2005 à 2010 par exemple. Ben là, ça va marcher beaucoup moins bien. Non seulement ça va marcher beaucoup moins bien, mais malheureusement, si vous le mettez en place, votre système, vous ne ferez jamais comme ça, parce que vous aurez un système que vous testerez jusqu'au lundi par exemple, vous ferez une prévision sur le mardi. Le mardi, vous réestimerez vos systèmes avec les données jusqu'au mardi, vous ferez une prévision jusqu'au mercredi, etc. Et donc, alors vous vous dites, bon, ben, je vais tester ce système où tous les jours, je vais réestimer un réseau de deep learning avec 1000 variables. Et donc, vous voyez que c'est un peu compliqué. À chaque fois, vous avez... Je pense que ce qui est compliqué, ce n'est pas forcément les modèles, c'est la façon dont vous faites l'échantillonnage. Et vous pouvez avoir vraiment l'impression d'avoir trouvé, encore une fois, la boule de cristal, la pierre philosophale. On parlait d'un fonds tout à l'heure qui s'appelle Capital Fund Management. Ils ont des équipes qui ne font que ça à longueur de journée. Et ils racontent souvent que quand il y a des nouveaux qui arrivent, ils viennent, ils commencent à travailler. C'est des physiciens, c'est ce qu'on appelle des éconophysiciens qui travaillent chez eux. Donc des gens qui sont très bons sur tout ce qui est équation différentielle stochastique et application à la finance. Et un des symptômes des nouveaux qui travaillent dans ce domaine, c'est d'avoir trouvé justement le Graal. Ils arrivent et au bout d'une semaine, ils ont trouvé le super système qui fait plus 50% tous les ans sans aucun risque. Et à chaque fois, évidemment, en creusant, on voit que souvent c'est dans le sampling, la façon dont vous avez fait votre échantillon, vous êtes trompé. Ça, c'est compliqué. Donc je ne suis pas du tout sûr que si les géants de Facebook ou de Google regardaient la finance, ils deviendraient multimilliardaires. Peut-être, hein, mais j'ai un doute. Ok, on va peut-être continuer à discuter pendant le cours. On remercie Sylvain encore. La dégustation et la qualité.